Salut les loulous. Aujourd'hui je vous propose de rencontrer Michel Ségura, membre de la Société d'études historiques et scientifiques de Sète et de sa région. Cet entretien de 50 minutes vaut la peine d'être écouté et vu. On parle des 4 gares de Sète et des ponts aussi. Michel Ségura est le garologue et le pontologue de Sète si l'on croit les propos de Jean-Renaud Cuaz. Un vrai plaisir que d'échanger avec Michel. Humour, bonne humeur et recettes de chez sont au programme. Bien sûr, comme d'accoutumé, vous retrouverez le bêtisier à la fin de la vidéo. Quant à vous et moi, on se retrouve en septembre, juillet et août étant propices à la préparation de nouveaux reportages pour la rentrée, mais aussi plage et farniente au programme pour votre serviteur. Allez, c'est tout de suite. Alors Michel Ségura, bonjour. Merci d'accepter votre interview pour PMFTR, la chaîne père de modélisme ferroviaire et train réel. Et aujourd'hui, on est à Sète, justement, une ville qui me plaît énormément, où je passe mes vacances. Et nous nous sommes rencontrés pour parler un petit peu des gares qu'il y avait à Sète et des particularités. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Vous filmez? Oui, allez-y. Ah bon? Allez-y. Alors, Sète est une ville singulière, comme vous le savez, je pense. Il suffit de lire un peu Paul Valéry, qui l'a dit à plusieurs reprises. Donc, c'est une ville singulière pour la bonne et simple raison qu'elle a eu 4 gares, ce qui est quand même pas simple. Alors, 4 gares. Donc, on se replace à l'époque, c'est 1839, le 9 juin 1839, a lieu l'inauguration de la première gare de Sète, qui était située non pas là où nous sommes à Sète ici, elle était juste en face, elle était située au bassin Orsetti actuel. Cette gare faisait le terme d'une ligne qui était la ligne Montpellier-Sète, 1839. Mais il y a eu aussi, en 1857, Bordeaux-Sète. Donc, le terminus de 2 lignes différentes était Sète. C'est vraiment singulier. Et donc, cette première gare, elle était située complètement, presque au canal Royal. C'est-à-dire que les concepteurs de la ligne, ils ne sont pas embêtés. Il y avait un seul pont à l'époque qui arrivait là, c'était le pont de bois. Il y avait un deuxième, le pont de pierre, mais était pas à côté. Et donc, la ligne arrivait là où il y avait de la population, là où elle pouvait partir. Et donc, elle était tout proche du canal Royal, à l'endroit actuel où on peut situer au coin du quai Saint-Marie et de la rue Lazare-Carnot, dans cet environnement-là, ou un peu plus vers le canal, on ne sait pas. Donc tout va bien, on est le 9 juin 1939, on l'inaugure, tout va bien. La ligne faisait donc 27 km. Les machines qui animaient ce train, c'était des machines qui faisaient 8 tonnes et qui tractaient 30 tonnes. D'accord. À une vitesse de 30 km/h. Ce qui a mené Montpellier à peu près 50-60 minutes. Ce qui était vraiment pas mal pour l'époque, oui. Pas mal, puisqu'en diligence, on pouvait arriver à 3 heures. Quelques arrêts, Frontignan avec la Garonne, tout ça. Et les trains étaient composés de 15 à 20 voitures. Alors dans les voitures, au début, les premières voitures, c'est des voitures fabriquées par les types qui faisaient les diligences. Oui, comment faire autrement? Voilà. Et alors on a collé 3 diligences et on avait un wagon de première classe qu'on appelait une diligence. La deuxième classe, c'était plus des diligences, c'était des berlines. Quant à la troisième classe, c'était simplement des wagons découverts. Donc, des wagons découverts, ce qui voulait dire que les gens qui étaient sur ces wagons-là, s'ils n'étaient pas trop loin de la locomotive, des escarbilles, ils s'en prenaient tant que vous voulez. Évidemment. Plus de la fumée, plus ces intempéries, s'il y en avait. Et s'il pleuvait, il faisait comme il pouvait. Donc, ça c'était... Après, ça a changé. Après, on a appelé tout ça des voitures. Mais on a conservé le wagon pour les marchandises. Ouais. Et la ségrégation entre les deuxième, première et troisième classe était nette, puisque la première gare avait une salle d'attente première et deuxième classe, et séparée une troisième classe.
Ça, c'est comme ça. Et sur les trains, évidemment, c'est la même chose. La ligne de 7, la première ligne de 7 en 1939, semblerait, d'après ce que j'ai regardé un peu partout, c'est la première ligne uniquement voyageurs. Les lignes qui étaient... la ligne marchandise, elle s'est développée un an après, en 1840. Et deuxième particularité de notre île singulière, c'est que c'est sur cette ligne qu'auraient été créés ce qu'on appelle des wagons à impérial, c'est-à-dire des wagons pouvant transporter 60 personnes, 40 en bas, à l'abri, classe on s'en fout, mais à l'abri, et au-dessus une impériale découverte, pareil, escarbille et tout. Et c'est l'ancêtre des voitures banlieue de niveau, ouais, du TGV, c'est vrai. Donc c'est ça, un truc impérial. Et ils appelaient ça aussi des irrenversables, parce que ça fait peur, à l'époque. Hein. Dans les virages, en sachant que c'était des voitures qui avaient deux essieux, pas de bogies. Ouais. Donc ça devait un peu secouer quand même. Je pense qu'il devait être pas mal secoué. Même, je pense aussi, oui. Secoué, enfumé, tout ce qu'on veut. Tout cela a un prix modique apparemment, non? Payé peut-être moins cher. C'était pas cher du tout. Et contrairement à ce qu'on pense, il y avait beaucoup de circulation sur cette ligne qui était à voie unique. Elle a été à double voie un peu plus tard, mais là elle était à voie unique en 1939. Et elle faisait 3 allées dans un sens et 3 allées et le retour dans l'autre sens par jour. 3. C'était pas mal. D'ailleurs, ils ont transporté en 1839, en avril 1839, il y avait la foire de Montpellier et tout, donc ils avaient ouvert la ligne avant l'inauguration. Pour pouvoir faire des transports de matériel. Pour transporter les gens. 7000 personnes en quelques jours. Ah oui, c'est énorme. C'est fantastique. Et monsieur Legrand, qui était l'ingénieur des ponts et chaussées, qui était aussi secrétaire d'État au pont et chaussées et tout à Paris, au transport, il nous a filé 5 ponts. Et monsieur, quand il est venu, il a été embrassé par la population, évidemment, et il nous a amené 5 ponts. Donc il y a eu 7000 personnes qui ont été transportées en une journée. Alors on peut dire aussi que finalement les ponts de 7, on les doit un peu au créateur du chemin de fer. Ou pas? Sacrée question. Je crois que le chemin de fer, il a compliqué la tâche. Il a enfermé des quartiers. Parce que justement, la première gare, ça va bien, il n'y avait rien, c'était traversé tranquille. Sauf que la municipalité en 1840, Vauban, il avait dit que pour désensabler le port, dont c'était toujours le souci, ils sont ensablés tout le temps, tout ça, il faudrait faire un deuxième canal royal, c'est-à-dire parallèle au canal royal premier, en faire un deuxième, qui allait donc du port à l'étang. Ça va bien. En 1843, eh bien, on décide de creuser un bassin, qu'on appelle le nouveau bassin, et faisant suite au bassin, on décide de creuser un canal qui s'appelle le nouveau canal, qui devait aller jusqu'à l'étang. Et qui n'est jamais allé. Alors pourquoi il n'est jamais allé? À cause de la voie ferrée. Parce qu'il voulait. C'est pas cette histoire dont vous parlez dans votre article où justement il était suspendu, le bâtiment était provisoire, c'était suspendu au creusement du canal, c'est ça? Oui, c'est ça. Cette première gare, elle était bien placée, sauf que pour mettre en place le nouveau bassin et le canal nouveau, le nouveau canal, il fallait la couper. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc on a coupé la voie. Du coup, on a déplacé la gare première à un autre endroit qui s'appelle la deuxième gare. Cet endroit maintenant, c'est Orsetti. Voilà. C'est un endroit où se déchargent beaucoup de marchandises, des voyageurs aussi. Là où aujourd'hui on a le terminal pour les ferries pour l'Afrique du Nord et Afrique. Ça, c'est l'emplacement de la deuxième gare. Avec à côté, il y a toujours un hangar avec un déchargement de marchandises toujours possible dans cette zone-là. Donc c'était la zone primitive de la deuxième gare. La deuxième gare qui comprenait toujours pareil les salles d'attente et tout. Donc pour pouvoir, une fois que M. Legrand est venu, il nous a donné 5 ponts. Donc on a eu des ponts tels que le pont de la Victoire, le pont de la Savonnerie, le pont de la Civette, le Virla,
et un pont qui a disparu, qu'il appelait le pont Régis. Quand on voit comment c'est fait tout ça, c'est surprenant parce que la deuxième gare, elle est construite après le creusement du bassin et tout ça, ça a pris de 43 à 54. Donc en 54, il y avait la deuxième gare à l'endroit où elle est en marchandises maintenant, au Séti, et il y avait ce nouveau canal et ce nouveau bassin. Ça c'est fait. D'accord. Bon, ça va bien, c'est 43. Et en 53, pardon, et en 57... Alors on parle toujours de 1800, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. C'est 1857, 1843. Voilà, c'est que 1800. Voilà. Et en 1857, un gros coup de tonnerre, arrive la deuxième ligne de cette ferroviaire qui faisait Bordeaux-7 des frères Pereire. La première, c'est devenu PLM, M. Talabot. Et donc, alors là, on a un deuxième truc. Et ils arrivent avec des dents plus que longues, quoi. Vous voyez le parquet. Hein. Ils avaient déjà, pardon, je vous coupe, ils avaient déjà créé la ligne Paris-Boulevard Pereire, du coup, oui, à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'était plus une attraction qu'autre chose. Oui, eux, ils avaient des antécédents. Mais bon, les autres, non. Les autres, c'était des Béotiens, ils débarquaient avec leur... D'ailleurs, il y a toute une histoire financière, hein, parce que normalement, c'est les Montpelliérains qui auraient dû être les détenteurs de cette ligne, mais ça a été des Parisiens, enfin bon, il y a un bazar. Oui, ça a été d'une complexité comme d'habitude. Pas simple. Puis la PLM n'a pas fait que... Je crois qu'il y avait aussi beaucoup de dessous de table dans ces machins-là. J'en veux pour preuve que quand même, la ligne Bordeaux-7 des frères Pereire, elle avait accaparé un réseau énorme qui a demandé un boulot. On parle du canal du Midi, d'accord, c'était pas la même époque. Le canal du Midi qui a été fini avec les propres deniers de Riquet. Oui. Mais quand même, avant, je veux dire, après, cette ligne-là, elle a demandé un effort d'ingénierie, mais magnifique. Quand on réfléchit, autant de kilomètres qui passent à travers des zones incroyables et tout. Vous avez des zones là, vers l'étang du Bagnat, de l'autre côté. Et puis chez nous, alors il y a plein d'histoires là. Il est arrivé à Pézenas, il devait passer par Pézenas. Voilà, après là, il y a eu tous les viticulteurs, pourtant, qui avaient un intérêt mais fantastique. Ils auraient dû lâcher de la prise. Mais ça a fait un peu comme le TGV Sud-Est. Hein. Ouais, pareil, c'est la même chose. Donc ils se sont tiré une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que l'Istel, qui faisait du sel depuis 1785... C'est les fameux étangs de Villeroy, là, les fameuses salines de Villeroy. C'est les salines de Villeroy. Et le Listel, enfin les salines, qui avaient besoin quand ils ont vu arriver la ligne, ils se sont dit, c'est une manne pas possible pour transporter ça. On va pouvoir charger des wagons au lieu de s'embêter avec des bateaux. C'est plus compliqué, là où ils étaient pour aller chercher. Là où il fallait y aller, oui. Et voilà. Donc ils ont proposé un passage sur leur terre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? C'est du pain béni, oui, bien sûr. Ils sont pas embêtés. Ils disent, ouais, je suis d'accord. Donc finalement, on s'est retrouvé avec une ligne qui est passée par là, au lieu de passer par Pézenas, etc., où elle aurait été un peu comme l'autoroute, hein, le même genre de truc. C'est dommage. Donc, pour en revenir à nos moutons, 1857 arrive la ligne Bordeaux 7. Ils arrivent, et pouf, ils butent sur quoi? Sur le canal royal. Allez, c'est reparti. On passe pas là, et ça c'est pas possible. Donc au début, il semblerait qu'ils aient mis un embarcadère qui permettait aux gens de passer de l'autre côté, mais pas aux machines. Côté Balaric du coup? Non, là, ici. Ici. Voilà, oui. Il passait, d'accord. Mais comme il n'y avait pas de pont, il est probable qu'il y avait une autre station de l'autre côté qui repartait par un embarcadère, parce que sinon je ne vois pas comment ça pouvait être le cas. Donc là, c'est la troisième gare qu'il y a là. Ils sont arrêtés par le canal royal, ils ne valaient pas passer de l'autre côté, donc ils se mettent une gare là, une gare qui va durer de 1860, de 1857 à 1860. Et là, elle brûle.
Et On est d'accord, elle n'est pas positionnée là où se trouve la gare actuelle, elle était ou avant ou après. alors, elle était au bout de ce quai. Au bout de ce quai. De ce côté-là. Ouais, de ce côté. Ah oui, il n'a pas passé Alors le canal. effectivement, quand j'ai regardé sur les Il cartes, a pas de passé Cassini, mais les cartes d'état-major de 1800, on voit qu'il y a station. Ouais. Et effectivement, elle est après le canal là. Oui, elle est juste là. Ouais, ouais. Oui, et ils n'ont pas pu passer le canal parce qu'il n'y avait pas de pont. Donc c'est compliqué d'aller faire un pont, Effectivement. enfin de passer le canal sans pont, ça c'est difficile. Et donc c'est là qu'on a construit le premier pont de l'Amour, Mhm. qu'on appelle le pont de l'Amour, c'est-à-dire une butée de terre avec un pont en bois qui s'ouvrait pas mais qui était très haut et qui faisait passer les bateaux dématés. Donc il pouvait démater et passer Voilà. dessus. Mais il était en face d'ici, c'est-à-dire entre le quai de la Bordigue et ce qui est maintenant l'échangeur. Là. D'accord. Il était là et il permettait aux gens d'aller de l'autre côté. Et ça, c'est le premier pont dit de l'Amour, parce que c'est une déformation. Il y a un Ventel ici qu'on dit que, il disait que c'était le pont de la mort. Oui, ça a Mal été déformé. prononcé, ça fait l'amour, enfin j'en sais rien. Mais de toute C'est une façon, sacrée histoire. c'est une histoire. C'est un peu comme le nom de la ville de Sète où les gens voyaient cette espèce de. Enfin, le mont Saint-Clair, qui ça ressemblait à un cétacé. Donc, Et ça- donc en 61, on a mis en place une gare, qui est la gare définitive, c'est la 4e gare. Comme l'autre, elle avait brûlé la 3e, Ouais, ils en ont fait une. eh ben, ils avaient la possibilité de reconstruire là, avec toujours le même problème de passer ce canal, mais en même temps, c'est marrant ça, à l'époque, alors je ne sais pas qui est responsable, si c'est le fait d'être arrivé jusque-là, que les gens de la compagnie du Midi, c'est-à-dire la ligne Bordeaux-7, Mhm. si ces gens ont dit, si vous nous donnez un terrain, on peut construire une gare et dans un projet qui est fourni par la mairie à l'époque, qui voulait occuper des terrains qui n'étaient que de l'eau jusqu'à la rue Voltaire, c'était que de l'eau. Et donc si on pouvait créer un nouveau quartier, parce que la ville commençait à exploser. On est passé de 10 000 habitants en 1810 à 30 000 en 1900 et quelques. C'est tripler une population, il faut leur donner à circuler, à manger, à boire, avec tout ce qu'on veut, hein, chauffer et compagnie. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et la compagnie du Midi a proposé de construire une gare à l'emplacement où elle est actuellement, cette 4e gare. D'accord. Et non seulement elle a proposé ça, mais en plus, il faut reconnaître que si elle mettait une gare, c'était pas que voyageurs, c'était aussi ce qui les intéressait, marchandises. Marchandises, bien Parce sûr. que ça, c'était ce qui les intéressait le plus. Et donc, il fallait un bassin pour ça, pour que les bateaux puissent tourner, et il fallait un canal. C'est pourquoi c'est la compagnie du Midi qui a payé le canal qu'on voit devant chez nous, qui est le canal latéral, Mhm. et de l'autre côté, le bassin du Midi, qui est lui face à la gare marchandise qui existait à l'époque, qui n'existe plus, mais qui était là. Et après, il a fallu relier ce bassin du Midi, ce canal latéral, il a fallu le relier au nouveau canal dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'arrêtait au canal de la Pérade. D'accord. Donc il fallait traverser ce canal de la Pérade et arriver jusqu'ici. Avec armes et bagages. Ouais. Et ça, comme par hasard, face à cette gare, l'emplacement de la gare n'est pas innocent du tout. Face à cette gare, on a mis l'avenue Victor Hugo. Qui a été livré 17 ans après la gare. Exactement. Et non seulement ça, mais le pont qui devait amener les gens de la gare à cette avenue, il est arrivé 13 ans après la gare. C'est fou à l'époque. Ah ouais, non, ils avaient donc des passeurs à Alors ils avaient toujours le pont de l'Amour. Qui était beaucoup plus loin, du coup, ce pont. Et oui, mais bon, les gens ils pouvaient s'y rendre, quoi. C'était l'essentiel. Et c'est là qu'ils ont commencé à réfléchir à la construction d'un pont face à la gare qui reliait à cette future avenue magnifique. Et c'est comme ça que le premier pont de la gare s'est créé en 1874. C'est le premier pont, qui était un pont à deux volets, Il s'ouvrait par le centre. horizontal. Étonnant. Voilà, et à une voie de circulation. Compliqué.
c'était compliqué les ponts aussi, parce que les gens, les bateaux, il y en avait beaucoup. Alors eux, les bateaux, ils voulaient que les ponts ils soient ouverts. Oui, oui. Enfin, ouvert, quand on dit ouvert, il faut savoir que normalement, pour ceux qui circulent, il y a marqué ouvert au-dessus d'un pont qui est fermé. Oui, 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 bien sûr. Alors on va dire que les bateaux, ils voulaient un pont ouvert pour eux, ouvert dans le sens qu'ils pouvaient circuler, mais les piétons qui devenaient de plus en plus nombreux, eux, ils voulaient aussi de l'autre côté, mais ils ne voulaient pas qu'ils soient ouverts. Donc c'était un peu compliqué à gérer tout ça. D'ailleurs, il y a une législation propre à Sète, où ils obligeaient les pontiers à ouvrir les ponts, c'est-à-dire à laisser passer les gens en fonction des horaires des trains. Oui, c'est qui est beaucoup mieux, oui. C'est toujours le cas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est pas que c'est le cas, maintenant tout le monde sait à quelle heure il va s'ouvrir parce que ça change pas. Oui. Il y a les gérants, ils publient effectivement les horaires. Oui. Sauf demande express de professionnels. J'en ai pas vu souvent. Hein. C'est 10h30 généralement pour le pont Maréchal Joffre, je crois. Tous les jours, et puis c'est tous les jours 10h30, ouais, ici, faut pas, non, c'est une bonne excuse, vous avez rendez-vous, vous pouvez pas vous rendre. Les ponts sont fermés. Je suis désolé. C'est foutu, oui, effectivement. Voilà, donc ça, c'est ça les 4 gares de Sète. D'accord. Donc il y en a une qui est restée voyageur, celle-ci, et l'autre qui est restée marchandise. Alors, au tout début, il n'y avait aucune relation entre les deux lignes. Ça, c'est fantastique. Il n'y avait pas cette fameuse bifurcation qui existe, qu'on voit quand on arrive par le rond-point là-haut. Voilà. Et il n'y avait aucune communication. Et donc les gens, quand ils arrivaient à Sète, ils étaient obligés de louer une calèche ou d'aller à pied jusqu'au port, pour prendre la suite pour Montpellier. Les marchandises, pareil, ça faisait un tintouin incroyable, compliqué comme tout. Donc on a solutionné assez vite ça sur le plan voyageur. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle une bifurcation qui est toujours existante. Les gens de la SNCF appellent ça la bifurque. Et elle est toujours là. Et donc c'est un peu le fruit de tout ça. Alors par contre ils ont eu la compagnie des frères Perrer ou PLM, ou je ne sais plus, PLM. C'est PLM, c'était les frères Perrer, c'est la ligne Bordeaux-Sète. Voilà, exactement. Et ils ont pas perdu au change, parce que de toute façon, on m'avait dit qu'ils avaient un peu pris le monopole des transports en bateau par les canaux. Ils s'étaient débrouillés. Non, ça c'est les frères Perrer. Les frères Perrer, les frères Perrer ont réussi. Alors ça, je me demande comment ils ont pu faire, parce que quand même c'était gros comme une maison, ce qu'ils allaient faire. Mais ils ont réussi à obtenir du gouvernement la mainmise sur le canal du Midi. Pour pouvoir transporter des marchandises au cas où il n'y ait pas de... Oui, mais enfin, ils construisent une ligne qui est rentabilité difficile. Et pour être sûr de ne pas avoir de concurrence. Ça, oui, certainement. Mais moi, je pense surtout qu'ils ont fait plonger le canal du Midi. Pour pouvoir garder le train. Pour pouvoir garder le train. C'est pas l'inverse, hein. Et les paradigmes, souvent, de la SNCF sont préparés. C'est pas l'inverse, hein. C'est comme ça. C'était, oui, mais je pense qu'ils avaient une idée derrière la tête. Il a eu des problèmes, des machins, des trucs. Le train, c'est tellement mieux. Alors, quand même. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Ça, c'est vraiment surprenant. Moi, je suis... Ça s'interroge. Et donc quand ils ont fait l'avenue de la Gare, il était prévu d'aller jusqu'à la mer. C'est-à-dire de passer le pont de Pierre qui est dans l'axe de la gare, enfin pas tout à fait, mais bon, un peu, et après de préempter tout ce qu'il y a, et de virer tout le monde, maisons, beaucoup de maisons, jusqu'à la mer, de faire un théâtre, non pas là où il est, mais dans la rue Eusée, où il y avait la place. Ça aurait été un truc magnifique. Et alors c'était quoi? C'était un projet des sociétés de chemin de fer ou c'était Non, c'est un projet de la mairie. D'accord. Donc là, on a amené la gare carrément en bord de mer. La gare, non, mais non, c'était pas la gare. On a mené les gens depuis la gare jusqu'au bord de mer, direct. D'accord, ok. Sur une avenue spacieuse comme celle qu'on a là, comme l'avenue Victor Hugo, la même chose, mais jusqu'à la mer. Ça s'est pas fait parce que de virer les gens de leur maison, ça commençait là c'était dense quand même comme c'était pas possible. Autant l'autre c'était facile parce que c'était des étangs, donc on les comblait. D'ailleurs, tous ces terrains que vous voyez, même la Pointe Courte,
La Pointe-Courte, si elle est comme ça, c'est grâce à la gare. Il y a eu un amoncellement de remblais. C'est grâce à la gare, parce que tout ce remblai, parce qu'il faut quand même voir, et que c'est large. Oui, c'est Il énorme. n'y a pas un fond de 2 mètres, hein. C'est Non, des non, fonds non, de 8 mais mètres, c'est- 7 à 8 mètres, donc c'est un énorme volume de terre. Donc vous êtes tout de suite avec une profondeur incroyable. Exactement. Et donc ils ont été obligés. Les pêcheurs, ils étaient à la rue Voltaire, puisque c'était le bord de l'étang. Oui, donc ils Donc, ont ils viré avaient pour faire construit- l'avenue Victor Ouais, ils Hugo. avaient construit leur cayuque là, avec Mhm. les barques. Et comme on leur a dit, maintenant vous dégagez, parce Vous allez de qu'on l'autre côté. on va mettre une avenue. Ah bon? Et donc, comme ils ont accumulé cette terre du côté de la Pointe-Courte, plus que du côté de la Plagette, Oui. et donc du coup, la Pointe-Courte a fait un terrain qui devenait très grand, et les pêcheurs se sont tous réfugiés là-bas. Ouais, donc finalement, ça a fait un joli petit village dans la ville. Voilà, c'est l'histoire. La Pointe, c'est ça. C'est comme ça. On n'oublie pas que Sète, c'est aussi une ville d'eau. Et du coup, à ce propos, il y avait des bains, où il y avait une plage, où il y avait un casino, me semble-t-il. Alors, c'est en 1854, la date où finalement la deuxième gare s'est mise en place, puisque en 1939 c'était au bord du canal royal, Mhm. et en 1954 c'est après le creusement du nouveau canal et du nouveau bassin. En 1954, à la même date, c'est construit, et pour cause, l'argent appelle l'argent, hein, ça c'est Bien sûr. La gare arrive là, la deuxième gare, elle est en place, et bien juste à côté, il y a la plage. Les belles-mères. du coup. Et ben, ceux qui savent investir, ils ont construit un bâtiment pour les bains de mer, pour les spectacles, pour les rafraîchissements. Les gens venaient à la plage, mais ils ne faisaient pas qu'à la plage, ils étaient souvent assez habillés. Oui, c'était la belle époque. Oui, C'est la belle époque où on allait à la plage avec le chapeau, le machin, bon, ça devait suer là-dessus. C'est terrible, les corsets et compagnie. Ouais, tout, les nanas, elles ont des crinolines, des machins. Bon, des ombrelles, mais bon, c'est ridicule. Mais on allait à la plage, au Kursal, ça s'appelle. Kursal, Ça veut dire cure en allemand. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah. Mais on a installé le Kursal. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a un qui a brûlé en 1910. Sinon, c'était un truc fabuleux. Parce que vous étiez au bord de l'eau, vous pouviez écouter un opéra, une opérette, des chanteurs, jouer du piano, faire des 24 heures de danse, des trucs de... plein de choses. Puis vous rafraîchir, manger. Enfin, il y avait un argent qui devait circuler là, mais Effectivement, oui, donc, c'est la Venise à cause des canaux. Parce qu'on a quand même beaucoup de canaux, mine de rien. On en a beaucoup de ponts, puisqu'on en a 21, donc c'est quand même pas rien. 21 dont 6 mobiles, me semble-t-il. Non, 4 mobiles. 4 mobiles. Il y en a eu 6 à Ah, l'époque, mais donc j'ai des informations qui datent un peu. Là. il y a 4 mobiles que la région a repris. Donc ces ponts n'appartiennent plus à la ville de Sète, ils appartiennent à la région. C'est, le chemin de fer, c'est pour le chemin de fer, donc ce n'est pas la région, mais c'est un pont mobile quand même. Hein. Donc le pont de chemin de fer, le pont Sadi-Carnot qui est Juste à côté. là, celui-là, il appartient à la région, le pont de la gare et le pont du Tivoli. Ces 4 ponts sont des ponts mobiles. Avant, étaient mobiles 2 ponts. Enfin, ils étaient tous mobiles au temps des bateaux. Maintenant, il n'y a plus de bateaux qui passent, à part des Sierpinous, des petits bateaux, qui sont de toute façon dématés. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Il y a très peu de bateaux, donc il n'y a plus de nécessité d'ouvrir les ponts, ou de les fermer, peu importe. Mais du côté de ces ponts mobiles, c'est simplement parce qu'on a une grosse base nautique au fond, là-bas, au bassin de Cayenne, mais on en a aussi une au phare. Oui, c'est assez disséminé dans la ville. Voilà, et au phare Saint-Louis, il faut qu'ils puissent aller à l'étang. Il y a un sacré morceau. Là, à la mer, il n'y a pas de problème pour eux, mais à l'étang, ils sont obligés de passer le bassin, le nouveau bassin, le canal maritime, qui est composé du nouveau canal qu'il y avait avant jusqu'à la Pérade, enfin jusqu'au canal de la Pérade, et après qui a été jusqu'au bassin du Midi, et là. Donc
Ça, c'est le chemin dans un sens pour aller à l'étang. Et dans l'autre sens, ceux qui sont de l'étang, ou qui ont été se balader à l'étang, il faut qu'ils puissent retourner à Saint-Louis, au phare. Et donc, ils sont obligés de passer ici, de prendre les deux ponts mobiles du chemin de fer et le Sadi Carnot, puis le pont de la Gare, puis le pont du Tivoli, puis le pont de la Victoire. Ça fait beaucoup, hein? Effectivement, oui, c'est pour ça que... Ça fait beaucoup. Ça et fait, alors, ça il fait marche bien. deux par deux. Maintenant, le pont de la Gare et le pont Sadi Carnot se lèvent ensemble en fonction des horaires de la SNCF aussi. Ça a été prévu comme ça. Pour Mais quand ils le se sont train entendus, il arrive, ils sont fermés. c'est fermé. Bon, exceptionnel, parce que c'est... C'est un peu risqué. C'est le pont Maréchal Foch ferroviaire. Le seul en électrifié Europe. de France. D'Europe, moi je pensais de France quand même. J'ai lu que c'était le seul en Europe. Alors en fait, il passe pantographe baissé. oui, il se roule sur l'air. Mais si au cas où il soit coincé, effectivement, il y a quand même la continuité électrique. Donc en principe, ça fonctionne. Et il va être détruit parce qu'il commence à donner des signes de souffrance. Là, vous donnez une information que je n'avais pas. Il va être détruit. Alors, on disait dans un délai de 20 ans, mais je crois qu'il a été déjà beaucoup plus raccourci et que les études sont en cours parce qu'il pose un problème de courbe. Quand le premier pont de chemin de fer qui a été détruit, qui était un pont métallique sur pile centrale, il a été détruit, il était entre les deux ponts actuels. Et la ligne ferrée, elle a suivi l'ancien circuit. L'ancien tracé. Et donc l'ancien tracé fait que la courbe, Elle est très serrée. Vous en avez une qui sort de la gare, qui est très serrée, et une qui repart, qui va passer vers la plage du Barou. Oui. Elle est très serrée aussi, puisque là vous voyez quand même qu'il y a quand même une sacrée courbe qui doit faire. Alors ils veulent rétablir ça, donc repartir sur un pont qui soit mieux orienté. Une courbe beaucoup moins prononcée pour permettre une vitesse plus importante au convoi, mais aussi une facilité, quoi, parce que c'est embêtant. Donc le nouveau pont, il va être entre les deux ponts. D'accord, ah oui. Entre les deux Sacré. ponts. Oui, parce que vous voyez un comme ça ne gêne pas. Vous avez la partie piéton qui descend, vous avez l'échangeur. Il y a quand même une sacrée courbe qui est faite comme ça. Vous avez une courbe, le pont, une contre-courbe. Et c'est vrai que là, ça empêche la vitesse. Après, quand on arrive en gare, en principe, on est à 50 ou 60 à l'heure. Surtout sur tous les trains qui ne s'arrêtent pas. Oui, les trains qui ne s'arrêtent pas, ils sont en principe, ils peuvent passer à 100 au moins, en voie de débord. Là, ils ne passent pas, ils sont obligés de ralentir. Oui, ils sont obligés de ralentir. Beaucoup. Et donc, ils vont construire entre les deux ponts, comme ça, une fois que le pont sera terminé, le nouveau pont, on pourra détruire l'ancien. D'accord. Et ça dans les 20 ans à venir, même avant, je pense. Il a trop de difficultés, ce nouveau pont. Et puis, il est essentiel. Si on l'arrête, il y aura un problème. On n'a pas la ligne TGV. Quand on aura la ligne TGV, on pourra faire un transfert peut-être, je ne sais pas. Oui, elle passera par où la ligne TGV? La nouvelle qui va passer par Poussan, etc. là-bas. Ah oui, là c'est pareil, c'est quelque chose que je ne savais pas. J'irai voir, ah oui, Poussan, oui, ça doit, oui. Là, ça doit chicaner un peu quand même dans les coins là. Du coup, Poussan, ça passe par Metz, Gijon, Metz. Poussan, Metz, et puis ça, enfin pas sur Metz, mais un peu vers. Donc ils sont en train du coup, ils vont être détournés par là-bas. Toutes les études sont faites, les préhensions et tout. Non, ça c'est une affaire à suivre, ça. Et bon, il y a des opposants, machin. Comme partout, oui. Alors c'est vrai qu'ici on n'aura plus de TGV ou quasiment pas, enfin un ou deux dans la journée, alors qu'on en a plusieurs. J'en ai pris un pour aller à Paris cet été, en 2022. D'ici, ça m'a bien aidé quand j'habitais en région parisienne. Ah oui, c'est vrai. J'ai campé à Marseille-en-Plage et je suis parti. Je ne sais pas comment ça va se passer. De toute façon, ça, je savais pas. Le TGV tel qu'ils veulent faire cette ligne-là sur l'Espagne, c'est l'avenir. On ne peut pas continuer avec des lignes compliquées où on ne peut pas aller vite. Bien sûr. Là, on gagne en temps. C'est un progrès. Alors, c'est ce qui. Et si vous voulez aller à un TGV, vous êtes obligé de faire de la rupture de charge à Montpellier. Il faut aller à Montpellier ou à la nouvelle gare de Montpellier. La nouvelle gare, oui. Quand ils auront déplacé l'autoroute pour la faire. Quand ils auront fait
le raccordement du tram permettant d'arriver à la gare, ça sera quand même beaucoup. Si ça fait comme l'histoire Pérol-Carnon, oui. C'est pareil. Enfin, merci beaucoup. Alors, je voulais quand même vous entendre un peu sur, parce que vous faites partie de la Société d'études historiques et scientifiques de Sète et sa région. Donc, je ne pourrais pas dire l'acronyme parce qu'il est compliqué. CESER. Le CESER, voilà. C'est la Société historique et scientifique de Sète et sa région. Voilà. Et donc, aujourd'hui, elle compte combien de membres, cette société? Moi, je crois qu'on est pas loin de 200. Et ah oui, c'est quand même pas mal. On oui, on n'est pas... la cotisation est modique, elle est de 10 euros pour les couples. Oui, c'est rien, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Ben, c'est-à-dire qu'on gagne des sous avec le nom prévenu, justement, le bulletin. Donc on peut faire profiter les gens. Voilà, ouais, donc ça c'est bien. Il y a un bulletin assez fourni dans justement. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Dans celui-ci, il y avait l'histoire de ces fameuses gares de Sète. Ah oui, c'est sur celui-là. Mais au tout début, cette société a été créée par des gens qui étaient en fait des archéologues, amateurs ou professionnels. Et au fur et à mesure du temps, on voit d'après les bulletins et le sommaire des bulletins qu'on se porte maintenant de plus en plus vers l'histoire de notre ville. Ce qui est bien. Ou un peu de la région, parce qu'on parle aussi des fois de certains lieux autour de chez nous qui font l'objet d'un article. Mais c'est surtout sur Sète ou la Pérade ou Frontignan que les choses se font. Puis c'est là qu'il y a le plus de documents. J'ai bien dit, bon, mais j'ai essayé de faire un article sur Frontignan. Il y a moins de choses. Il n'y a pas d'article. Ouais. Ça s'est arrêté au point de vue commercial en 1620 ou 30, parce que le gros s'est partiellement fermé, les bateaux ne pouvaient plus rentrer. Donc le port de Frontignan, qui a été un gros port, vraiment un truc. Il s'est ensablé du coup. Tout s'est ensablé, donc bon, on peut pas quoi. Effectivement. Et heureusement qu'on a eu la création du port de Sète, parce qu'en même temps, ça a signé la mort de Frontignan au niveau du port. Donc c'est Sète qui a quand même un peu bouffé des parts de marché. Mais au moins, les commerçants ne savaient plus quoi faire. Le muscat, vous le vendez comment? Si vous pouvez pas l'envoyer sur des bateaux... Alors, ce que j'ai entendu, c'est que le port de Sète, alors c'est une parenthèse qui n'est pas du tout ferroviaire, mais était un des premiers exportateurs de vin, importateurs pour d'autres pays, je suppose, de vin par voie maritime. Il a été le premier exportateur de vin. Le vin d'ici, donc ouais. Et avec l'Algérie, il est devenu le premier importateur de vin, vu que chez nous, on avait phylloxéra, toutes les machines qui ont détruit toutes les vignes. Donc on a dû et qui ont appauvri un paquet de vitres. Et j'ai appris aussi que les Suédois vendaient leur bois pour faire des tonneaux. Oui, alors non, ça c'est surtout les Russes. Il y a eu beaucoup de pays du Nord qui nous ont vendu du bois parce qu'il faut du chêne. Oui. Et le chêne russe, il était très intéressant. Et donc on a eu des mérins, ça s'appelle, c'est des tranches des planches quoi, de chêne pour faire des tonneaux. Et Sète avait plein de magasins de tonneaux. On fabriquait des tonneaux de partout. Ici, c'était une usine de tonneaux au départ. Après, ça a été une cave à vin. Comme beaucoup, ils se sont reconvertis devant. Vous avez une rue, la rue de la Vermouterie. Il y avait Noël-Prat, non, il me semble. Il y avait Noël-Prat ici. Il y avait Saint-Raphaël un peu plus loin. Clarac, Clausel ici, qui fait la Gentiane. Et Clausel toujours. Après, j'ai des recettes de chais que j'ai trouvées aussi au Puce. Je dois avoir ça par là. Alors ça, c'est quelque chose, je ne sais plus où c'est qu'il est, mais je l'ai trouvé peut-être ici. Ouais, c'est ça. Alors, il fabriquait... c'est écrit là, c'est du manuscrit. Hein? C'est du manuscrit, c'est les gens qui écrivaient leurs recettes alors. Oui, de chais. De chais, c'est pas en hectolitres, c'est pas en litres, vous pouvez pas faire pareil, hein. C'est que des hectolitres. Alors, il y a un gars qui a dit que Sète faisait de tout sauf avec du vin. Il y a certaines brasseurs, c'est pas toujours drôle. Ouais, mais là, il mettait par exemple, il fabriquait à volonté. Vous pouviez fabriquer avec les trucs qu'il y a là, du vin de Bordeaux.
du vin de Bourgogne, du Côtes-du-Rhône. Incroyable. Avec du vin, d'accord. Oui, c'est oui, tout. c'est tout. Et puis des trucs. Ah, c'est excellent. Je dois l'avoir ici, ça. Alors justement, on parlait de vin, et mon arrière-grand-père était viticulteur et ostréiculteur, et on a parlé tout à l'heure des bifoudres qui étaient utilisés sur la région. Il y a beaucoup d'endroits effectivement où il y avait du stockage. J'ai quelques photos, une photo de Metz, de la place des Tonneliers qui est devenue la place, un parking maintenant, hein, Ouais. où il y avait encore le stockage des foudres, qui étaient des tonneaux hein, sur la place, où il y a une plaque tournante au bout du port. Je pourrais la mettre sur cette vidéo justement, où on voit dans les années 50 quand cette plaque tournante qui permettait de retourner les wagons foudres et les renvoyer vers la gare. De la gare à Nice, du reste, la classique. C'est ça, elle n'était pas énorme, mais ça vaut le coup de l'avoir en photo. Alors il vous faut, pour un vin de Bordeaux, il vous faut consommer avec modération. un bon vin de Narbonne. Hein. D'accord. Là, il vous Corbière, donc c'est 50 litres. Oui. Après, vous ajoutez du jus de framboise, 7 litres. Vous fouettez et vous collez. Et pour le Bourgogne, on met un peu d'esprit de vanille. Et pour le Saint-Georges, on met un peu d'iris de Florence. Et donc, en fait, ils vendaient ces préparations comme du vin de... Ah ben, par exemple, ils font le Malaga. Vous voulez du Malaga, il vous faut du Banyuls vieux, 90 litres, 5 litres de sirop de raisin, 2 litres d'infusion de noix, de l'infusion de goudron, 30 grammes, et de l'alcool à 95, 3 litres. Ah oui. Avec ça, C'est vous tout avez à faire un juste. Malaga. Et puis c'est 90 litres, hein. C'est de quoi revenir. C'est extraordinaire. Ah, c'est excellent ça. Et vous les trouvez au plus ici? Ouais. Les plus, ceux qui sont place Aristide Briand, enfin qui étaient là, ou c'est pas Qui les mêmes? était en haut à la Révolution. Le dimanche, c'est moi je connais que c'est du jeudi, place de la Révolution. Là, vous avez du Madère, du Grenache, du Jerez, du Chéri, du Porto. Porto pour 1 hectolitre. Il vous faut du Collioure vieux, 83 litres. De l'infusion de mérises, ouais, ça c'est de cerise, hein, 5 litres. L'infusion de noix, 2. De framboise, 2. Du sirop de raisin, 5 litres. Et de l'alcool à 89. De l'alcool à 89, 3. Ça devait être terrible l'alcool. Alors c'était pas l'alcool synthétique, c'était l'alcool de fruits, heureusement aujourd'hui. Oui, mais enfin, j'ai gardé ça parce que je trouve que c'est excellent. Je vais le donner aux archives. Pour en revenir à cette société d'études historiques et scientifiques de Sète et de sa région, et je sais lire à l'envers. C'est un peu unique en son genre, on n'en trouve pas dans d'autres villes. Pardon ? C'est un peu unique en son genre, on a des sociétés d'études, bon, à part les grandes villes, mais à Sète c'est une exception quand même. Oui, surtout c'est Sète et sa région, hein. Donc ça fait pas mal, mais on est vraiment pas mal de gens passionnés et très actifs. Donc on fait ça au mois de juin, là. Le 15 juin on doit fournir, je sais qu'on était un peu pressé hier, on avait une réunion, on va mettre un truc comme ça. Ça va faire l'objet d'une exposition à la mairie. On marche bien avec la mairie, elle est vraiment très elle nous aide beaucoup. Ça c'est vraiment c'est bien. Très bien, notamment quand on a on l'impression ça faire, c'est bien d'avoir un soutien des élus locaux, ouais, parce que oui. Quand on est société ou association, c'est jamais évident. La mairie nous aide, donc c'est bien. Et donc on va mettre dans un premier temps, on va fêter cet anniversaire de Sète, et puis on verra après, au mois d'août, la ville a été libérée. On va fêter aussi la libération de la ville de Sète. D'accord. Donc ça va faire l'objet, comme il y a eu des bombardements, il y a eu tout un tas de trucs, on va mettre des panneaux, des grands formats. Sur les points d'intérêt, du coup aux zones qu'on a ciblées, impactées, où on a les photos, et donc on va comparer. Il y aura le tableau, l'immense tableau où il y aura la photo du lieu en question, et à côté, les gens verront commencer aujourd'hui. D'accord. Donc certaines seront collées, d'autres vont être mises sur des poteaux, avec des blocs de béton. Enfin bon, on a déjà fait tout le tour de tout ça, donc maintenant c'est la phase un peu finale, quoi. Et puis on va faire des conférences aussi. Ça c'est bien aussi. Donc, vous vous réunissez à quel endroit? Au passage des Bains,
une des premiers... Il y avait des résurgences à Sète quand les gens sont venus s'installer à Sète. Il y avait une résurgence au passage des Bains, donc à côté des Halles. Et puis il y en avait une autre à l'école Renaissance. Ça alimentait des puits. Les gens au départ avaient de l'eau là. Après ils ont creusé des puits un peu partout dans Sète, plus des citernes. Des citernes qu'on a pris pour des puits aussi. Bon, c'est comme pour le creusement du parking sous la place Aristide Briand, et dont on a dit beaucoup. Il y a des gens qui ont pollué. Moi, c'est juste pour la prendre compte que ça m'embête. Après, je suis pas d'ici. Mais il se trouve qu'il y a un puits là, enfin ce qu'on appelle un puits. En fait, on a constaté que c'est. Ils sont tombés sur de l'eau, du coup, ça a aidé. Non, il n'y a pas d'eau du tout. Ah, d'accord. Ils ont creusé, il n'y a pas d'eau. Ah non, là, il n'y a pas d'eau. Et ils ont fait des forages partout, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est pas un puits, c'est en fait une citerne. Une citerne, d'accord. Et il y en avait beaucoup à Sète des citernes. D'ailleurs, il arrive que des maçons fassent des travaux et tombent sur une citerne. C'était des citernes maçonnées qui avaient été creusées avant par les gens qui étaient là. Complètement maçonnées. Complètement, d'accord. Prévues dans la maison. Dans la maison. Ah oui, au sous-sol, creusées oui, et tout, pour avoir un peu de fraîcheur en même temps. Et il y a beaucoup de vieilles maisons avaient des citernes. Et il y a des puits aussi, ça c'est vrai. Et puis alors, il y avait deux autres fontaines. Une qui était cette rue qui fait suite au pont Sadi Carnot, là, quand on va vers le Barreau. Et il y avait au bord, là, il y avait une fontaine. D'accord. Qui donnait tout le temps et où les bateaux venaient s'approvisionner. Et il y en avait une autre dans les eaux blanches. On n'est pas dépourvu d'eau. D'eau non salée. Elle n'était pas salée. Elle n'était pas salée, ouais. Mais ça, c'est bien, moi. C'est une ville. Comme on dit, c'est une ville d'eau, finalement. Oui, il y en avait même au Listel. Il y a encore un puits au Listel qui est maçonné, qui est fermé et tout. Je sais pas. Alors, vous dites Listel, du coup, l'appellation Listel de vin, c'était le nom avant des salines. Oui, le nom de la famille. Le Listel, c'est une bande de sable qui relie deux points. C'est une localisation, d'accord. Oui, donc le Listel, c'est ça, c'est cette frange. C'est pas un isthme, en fait. Oui, c'est un sordisme, d'accord. Avec des gros. Et par exemple, on n'a jamais communiqué avec Agde. Jusqu'en 1928, on a fait une route. Mais il n'y avait pas de communication. D'ailleurs, c'était pas possible. La Gatoile et c'est toi, c'est problématique. C'était sableux. Déjà, à l'époque, rouler avec des charrettes, sans sablé, c'est compliqué. On n'a jamais fait de route. Il y avait des gros très inconstants. Donc vous partiez de Sète, avec un gros qui vous bloquait le passage, comment on fait? Et donc, la communication avec Agde a été très longtemps nulle. Par voie, à part par la mer, et encore, la mer, rentrer dans l'Hérault, moi je l'ai vu une fois rentrer dans l'Hérault, dans Agde, en venant de la mer avec la barre qu'il y a devant, là, en arrivant, chapeau. C'est quoi? C'est les mascarets, non? C'est ça? Oui, non, c'est comme ça, il y a une barre. Là. De temps en temps, oui, ça peut arriver. De temps en temps, c'est pas facile de rentrer. Hein. C'est vraiment pas facile, surtout avec les vents qu'on a qui sont des fois violents, turbulents. Quand on va à la mer, on attend que le vent tourne pour être peinard et pouvoir se baigner ou avoir chaud ou avoir froid. Ouais, et donc le Listel, il a été acquis en 1785 grâce à Madame de Villeroy. Oui, du coup, le nom des étangs, qui était influente auprès des décisionnaires de l'époque, le roi ou son conseil, enfin, elle nous a obtenu 15 lots, enfin on appelle ça les 15, c'est-à-dire il y avait en fait 15 salines possibles, 15 salines, oui. Des retenues, quoi. Voilà. Et il y en avait 15, et en fait, n'ont été faits que le 1 et le 15, c'est-à-dire le 1 près de Sète, et le 15 près de Marseillan. C'est celui qui est près de Marseillan. Maintenant, c'est un observatoire naturel, je crois. Hein, ça oui, c'est le 15. Mais le 15 il est vers la redoute du Gasselas, par là. Hein. Alors ça c'est le 15. C'est le dernier. Le dernier a été exploité et le premier a été exploité à une certaine époque. Avec des complications, ils avaient mis des fortifications pour empêcher les gens, parce qu'il y avait la gabelle. La gabelle, elle a été supprimée avec la Révolution. Pas avant. Mais en 85, il y a toujours la gabelle, elle n'est pas partie. Mais la Révolution n'est pas encore là. Donc,
les bateaux étaient accompagnés par les douaniers. D'où les redoutes, du coup. Les redoutes, c'était pour empêcher les gens de rentrer. Oui, oui. Mais le sel, quand il était chargé sur des charrettes ou des trucs comme ça, amené au port pour pouvoir le charger sur des bateaux, il était constamment surveillé. Ah ouais, constamment. Et même quand il était dans le bateau était accompagné par des bateaux de douaniers pour éviter qu'on dise « Oh, on a coulé, on a perdu Ben, le sel. » le sel. Et alors, vous le savez sans doute, mais la solde du militaire, Ouais. ça vient du mot sel. Parce Oui, qu'ils étaient payés en sel, en partie. Ouais. Donc voilà, Et c'est dans l'histoire. la gabelle, c'était un truc, ça, je ferai un jour un truc là-dessus, parce que c'est une... On a gardé les octrois longtemps. Hein. On pense que la fortune de Riquet, elle est due à la gabelle, parce qu'il était Oui, gabelou. oui. Quand même, il devait y avoir des Bon, il s'est fait un peu avoir parce que... Oui, il devait y avoir des fils partout. C'est pas possible autrement. Bien sûr. On est à combien je pense qu'on a pas mal avancé. Je vais voir où on en est. 52 minutes, vous voyez. Ça va, c'est bien. Voilà. Eh bien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à... Comme ça, non. Non, que c'est très intéressant de venir visiter Sète. Bien sûr. Au besoin, de venir voir les emplacements des anciennes gares, déjà. Oui. Et là, pour moi, vous prêchez un converti déjà, puisque je suis un grand amoureux. Non, puis c'est une charmante ville. C'est vraiment une ville, une belle ville. Une très belle ville. En tout cas, Michel, merci beaucoup pour m'avoir accordé cette interview et ce très beau morceau d'histoire qui parle de train, mais aussi d'autres choses et de la ville de Sète, en espérant qu'on puisse se revoir bientôt et faire à l'occasion une autre interview et vous voir peut-être dans votre milieu et peut-être au mois de juin sur votre... c'est quoi, c'est une conférence, hein, c'est ça? On va faire une conférence au mois de juin, là, il y en a une qui est prévue. Non, pardon, en septembre. En septembre, d'accord. Enfin, août, je crois que c'est le mois d'août. J'en fais pas, je parle pas là, donc je me souviens plus trop de la date, mais c'est ça quoi. On fait une conférence sur la libération de la ville de Sète. C'est très intéressant, on a des dizaines et des dizaines de photos, de belles photos et parlantes, plus que parlantes. On voit, par exemple, il y a eu un bombardement, ils ont fait sauter le sémaphore qui était en haut, près de l'église, et tout a été détruit autour, sauf la croix. La croix est restée droite. Ah ouais, c'est l'effet du destin. Le phare, il a sauté complètement. Le phare Saint-Louis. Alors curieusement, le phare Saint-Louis, c'était pas un phare au sens phare, c'est-à-dire éclairer la mer. C'était un feu de port. Ça ne sert à rien de le faire péter, sinon on faisait péter le brise-lames et tout, mais le phare il a sauté complètement, mais ça ne servait à rien quoi. Je veux dire. Vous en parlez d'ailleurs, je crois que oui, c'est possible. Et puis l'autre phare, le phare Saint-Clair, que j'ai visité, qui est une pure merveille, qu'il faut... J'ai participé avec Gustave Brigidou à la visite possible par tout le monde du phare Saint-Louis. Gustave Brigidou, c'est l'ancien président, celui qui m'a répondu. Maintenant, on a M. Jean-Renaud Cuaz, qui est le nouveau président, qui a une boîte d'impression et qui est un ancien graphiste et tout, quelqu'un de vraiment bien. Et qui nous fait une présentation. C'est chapeau. J'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'il fait. Et donc, avec Gustave, on est allé voir le responsable des phares. Il n'y en a plus qu'un. Avant, on avait trois gardiens de phare. Il y avait 3 gardiens de phare. Bon, maintenant, on a un gardien et un aide pour tous les phares. Ils sont de l'Espiguette à Cerbère. De l'Espiguette à Cerbère. Oui, de l'Espiguette à Cerbère. Tous les phares sont gérés pour ceux qui oublient de descendre à Sète et qui finissent en Espagne. Dans le train qui s'endorment et qui finissent à Cerbère. Ils sont tranquilles. Pour vous dire, il y a un ordinateur, je l'ai vu ce truc, un ordinateur, il gère à distance. Avec tous les phares et des petites lumières en fonction
de l'état du phare. Ils ont juste à regarder l'écran, et dès qu'il y en a un qui débloque, et comme ils sont deux, il y en a un qui peut se rendre sur place et l'autre. D'accord. Ça, c'est les phares. Et donc ce phare-là, le Saint-Clair, on ne peut pas le visiter d'abord, il est stationnement compliqué. C'est Ensuite, pas terrain militaire? terrain militaire, Terrain militaire. c'est pas simple. Hein. Et là, Non, là, non. c'est- J'avais un En collègue plus- qui a travaillé ici qui me disait ça fait chicaner un peu tous les Sétois parce qu'il y a une partie qui appartient à la marine et dont on est fier de dire à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, on dit non, exprès. Bah, exactement. Bon. Non, non, mais vous pouvez, je vois le personnage et il me reconnaîtra. Et ce phare, il est aussi en pas très très bon état. Ouais, ouais, Le malheureusement. plancher d'en haut, il a été réparé, on a acheté une tourelle de char qui irait pile, sauf que le mec qui fabrique les roulements de la tourelle, il a fait faillite, donc il n'y a plus de roulement. Donc on ne peut pas prendre ce truc s'il y a un problème. Effectivement. Par contre, ils ont renforcé la plateforme, parce qu'il y a quand même 200 kg de mercure. Hein. Si ça tombe, ça, Ah ouais. la lanterne, elle repose sur 200 kg de Mercure, oui. de toute façon, qu'il n'y a aucun frottement. Moi, j'ai fait tourner la lanterne en faisant ça. À peine ça, oui. Elle a tourné pendant... Oui, ça c'est un gros polluant. Donc, on est allé voir ce monsieur, on lui a dit, est-ce que vous pourriez intervenir auprès de vos patrons, là, je ne sais pas qui c'est, les trucs d'éclairage. Et phare et balise. Le phare et balise, pour qu'on puisse accéder au phare pour tout le monde. On est allé voir le syndicat d'initiative, pareil, ils ont été d'accord, donc on a rénové un peu le phare, on l'a un peu arrangé, et du coup maintenant tout le monde peut le visiter, tout le monde peut monter. C'est vachement bien. Le stationnement c'est bon, il y a toute la longueur du mall, et il y a plein de gens qui le visitent, et donc on est très content de ça. C'est bien de maintenir un peu j'allais dire devant la mémoire, mais c'est un peu ça, hein. Oui, on a fait et un puis petit fascicule aussi. Les anciens, j'avais vu, alors si vous avez une chaîne hein, qui sur YouTube, dont je rappellerai le lien parce que je l'ai encore oublié, c'est SER, voilà, Société d'études historiques, j'ai oublié, Société d'études historiques et scientifique de sa région, voilà. Merci beaucoup. J'ai du mal avec les acronymes, pourtant j'ai vécu souvent dedans. Bien, merci Michel. Oui, je vous en prie. C'est un plaisir et merci de m'avoir reçu dans votre charmant appartement. Avec plaisir. Hein. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez, exactement. Alors, est-ce qu'on a terminé là? Ah ben on a fait les 58 minutes, hein, c'est bien. Elle a bien mérité son nom de la Venise du Languedoc. Ah oui, Alors ça, ils se battent avec je ne sais plus quelle autre ville, je crois, mais il avait... Je sais pas, en tout cas nous